Bonjour tout le monde, merci encore une fois d'être avec nous. Bienvenue à tous à ce forum de l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université. Je m'appelle Carl Bélanger, je suis conseiller politique à l'ACPU et je suis ravi d'animer cette conversation aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce forum, la francophonie universitaire face à la pandémie, de crise appréhendée à extrême urgence, avec nos invités spéciaux, Mme Stéphanie Chouinard, M. Jean-Charles Cachon et M. Yves Frenette. Avant de présenter la session et nos conférenciers en bonne et due forme, quelques instructions de participation. Veuillez noter, s'il vous plaît, que vous devriez être en sourdine pour la durée de la conférence jusqu'à la période des questions, à tout le moins, pour assurer une bonne qualité sonore. Également, on vous demande de bien vouloir garder la caméra fermée jusqu'à ce que vous ayez la parole lors de la période des questions pour que nous puissions avoir une meilleure connexion vidéo pour tout le monde, une meilleure expérience pour tout le monde. Je vais demander à ce moment-ci à nos conférenciers de bien vouloir allumer leur caméra. Et pour lancer ce forum, je vais donner la parole au professeur Serge Jolicoeur, qui est président du comité des francophones de l'ACPU. Monsieur Jolicoeur. Merci, Carl. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du comité des francophones donc, de l'ACPU, je vous remercie de vous joindre. Votre micro, monsieur Jolicoeur. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Oui. Vous m'entendiez-vous tout à l'heure? Oui. Ah bon, pardon. Allez-y maintenant. OK. Oui, alors, je vous souhaite la bienvenue donc au nom du comité des francophones de l'ACPU et d'autant plus qu'on est en nombre intéressant là aujourd'hui. D'abord et avant tout, comme tous les événements qui sont tenus par l'ACPU, et bien que la présente réunion soit virtuelle, je tiens à rappeler que nous accomplissons tous et toutes notre travail, académique ou autre, sur des territoires autochtones, des Premières Nations et des Métis. Si certains d'entre eux sont régis par des traités, d'autres n'ont jamais été cédés. Et je vous demande donc de réfléchir aux conditions dans lesquelles nous occupons ces espaces aujourd'hui. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont rendu possible ce forum. Alors évidemment, Stéphanie Chouinard, Jean-Charles Cachon et Yves Frenette, bien sûr, mais aussi donc le personnel de l'ACPU, tout particulièrement Carl Bélanger et Marcel Roy, mais aussi tous les autres employés de l'ACPU qui travaillent dans l'ombre. Les membres aussi du comité des francophones qui ont entrepris avec enthousiasme la préparation de cet événement en décembre dernier à l'invitation du directeur général David Robbins. Pour replacer finalement l'organisation de ce forum dans son contexte, rappelons que la pandémie, donc, si elle n'était pas arrivée, nous serions aujourd'hui au premier jour de la 4e conférence des francophones de l'ACPU, dont le thème devait être « Comment assurer l'avenir du fait français dans nos universités et collèges ». Malheureusement, c'est un thème donc d'actualité. Par ailleurs, depuis sa formation en 2005, le Comité des francophones s'inquiète des conditions de travail des membres francophones de l'ACPU et plus largement des conditions dans lesquelles sont offertes les programmes collégiaux et universitaires en français en contexte minoritaire, dans des universités francophones, dans des universités bilingues, mais aussi l'enseignement du français et les conditions de travail des membres francophones qui travaillent dans des universités anglophones. Ces thèmes devaient se retrouver dans la conférence, plus particulièrement la recherche d'actions à prendre par les associations locales et provinciales pour assurer le maintien et la bonification de l'importance et de la qualité de l'offre postsecondaire en français au Canada. Lors de la réunion du comité des francophones en août 2020, les nouvelles en provenance de Sudbury et d'Edmonton ont pris le dessus sur l'ordre du jour qui avait été prévu. En fait, un sentiment d'urgence a été ressenti par le comité et une série d'actions ont été proposées à l'exécutif de l'ACPU, notamment la tenue d'un webinaire qui a eu lieu le 26 novembre
sur la riposte des associations francophones dans le contexte finalement d'adversité trop souvent vécue. À cette occasion, Guillaume Duroux du campus Saint-Jean et Roger Leblanc de l'Université de Moncton avaient pris la parole. C'est en fait dans ce contexte d'urgence, voire d'incrédulité, étant donné l'évolution de certains des dossiers, que nous vous proposons donc ce forum aujourd'hui. Voilà, Carl. Merci, Serge. La table est bien mise pour la discussion. J'aimerais d'abord accueillir tous les participants, ceux qui se joignent à nous. Il y a beaucoup de collègues du réseau universitaire à travers le pays, mais il y a également des gens qui viennent d'autres milieux. Je souligne leur présence, des gens de la colline parlementaire, des gens de différents gouvernements, des gens du commissariat aux langues officielles et certains représentants des médias également. Donc, on vous souhaite la bienvenue à ce forum. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, la francophonie universitaire canadienne était déjà sur une trajectoire alarmante avant l'arrivée de la COVID-19. La pandémie a contribué à exacerber les pressions sur l'enseignement universitaire francophone en milieu minoritaire particulièrement, la situation passant d'urgence à extrême urgence. Ce forum portera une analyse donc du contexte préliminaire qui a mené à cette situation, les impacts de la pandémie sur l'offre et la demande d'enseignement postsecondaire en français, ainsi que les perspectives d'avenir pour la francophonie universitaire canadienne, considérant l'ambiance politique volatile, les contextes budgétaires actuels à travers le pays. Alors, pour explorer cette problématique, aujourd'hui, nous sommes ravis d'être rejoints par 3 experts exceptionnellement qualifiés. M. Yves Frenette, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'immigration, les circulations et les communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface. M. Jean-Charles Cachon, secrétaire et trésorier de l'Association des professeurs et professeurs de l'Université Laurentienne, professeur titulaire de stratégie des organisations à la faculté de gestion de l'Université Laurentienne de Sudbury, et Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal et à l'Université Queen's à Kingston. Chouinard est spécialiste de politique canadienne. Ses recherches portent sur les langues officielles, le fédéralisme et la politique judiciaire. Alors, merci à nos panélistes d'avoir accepté notre invitation. Avant de passer à vos présentations, commençons par une petite question pour briser la glace. C'est le printemps qui s'en vient. Alors, brisons cette glace. Alors, à tour de rôle, je vous demanderai une courte réponse sur la question suivante. Au cours de cette pandémie, qu'est-ce qui a été le plus décourageant et qu'est-ce qui a été le plus encourageant? Je commencerai peut-être d'abord avec vous, Mme Chouinard. Bonjour, merci merci d'être là tout le monde. Je suis très heureuse de vous voir, puis merci pour cette question. La chose la plus décourageante, d'un point de vue de prof, je vous dirais, ce serait d'enseigner à des petites boîtes noires, surtout dans mes grands cours là, où tous mes étudiants ne pouvaient pas allumer leur caméra. Donc, le plus décourageant, je vous dirais, c'est à quel point je m'ennuie d'enseigner en classe et d'avoir l'énergie des étudiants avec moi quand j'enseigne. Le plus encourageant, d'un point de vue personnel, habituellement, je fais la route entre Kingston et Toronto au moins 2 fois par semaine puisque ma famille est à Toronto, mais mon travail est à Kingston. Et donc, ça a été très encourageant de voir que mon mariage tient bon après 1 an de vivre ensemble 24 heures par jour, 365 jours ou presque par année parce qu'habituellement, on n'a pas la chance de se voir autant. Donc, voilà. Merci, Mme Chouinard. Monsieur Yves Frenette, à votre tour. Ce qui a été le plus décourageant pour moi, ça a été de voir des gouvernements, je pense à deux gouvernements de l'Ouest, en Alberta et au Manitoba, qui, en dépit de cette pandémie, de cette catastrophe, c'est une catastrophe, je pense, qui ont utilisé la pandémie comme prétexte pour essayer d'avancer leurs agendas anti-intellectuels, anti-universitaires, de vouloir transformer les universités en écoles de métier. Par contre, ce qui a largement compensé ça, c'est la résilience, l'imagination et de mes collègues, en fait. Pas seulement mes collègues de Saint-Boniface, mais mes collègues d'ailleurs qui ont relevé le défi
avec brio. Je savais collectivement, on relèverait le défi au début de la pandémie, mais je ne pensais pas qu'on aurait à le relever si longtemps et je ne pensais pas qu'on le relèverait si bien. Je pense particulièrement à mes collègues qui ont de jeunes familles, qui sont obligés de concilier travail-famille à la maison avec le télétravail, qui enseigne 2 ou 3 cours et on a montré beaucoup de résilience et ça, c'est très encourageant. Merci Yves. Et maintenant, à votre tour, Jean-Charles Cachon, qu'est-ce qui a été le plus encourageant et le plus décourageant au cours de cette pandémie? Oui, le plus encourageant, j'avoue que ça a été le comportement des étudiants dans les cours. J'ai eu l'occasion d'avoir des classes où j'avais des gens qui étaient dans l'océan Indien, en Afrique, un peu partout au Canada. Et c'était de voir la présence des étudiants. Je craignais d'avoir des classes peu fréquentées. Et en réalité, les gens venaient en classe. Donc, sur une classe de 34, par exemple, dans un cours de stratégie, j'ai presque toujours entre 28 et 32 personnes présentes à chaque séance de cours, ce que j'ai trouvé assez impressionnant. Et les gens participent. Donc, je m'étais dit, si j'arrive à en faire une conversation, ça va fonctionner. Et c'est exactement ça qui se passe. Donc, vraiment, c'est un plaisir de travailler avec eux. Ce que j'ai regretté un peu, c'est que dans un cours où j'ai beaucoup de première année, là, c'est plus difficile parce que c'est leur premier contact avec l'université. Et donc, je trouve ça un peu, pour moi en tout cas, là encore, j'ai une bonne participation et tout, mais maintenant, je rejoins ce que vient de dire Yves Frenette. Le comportement du personnel gouvernemental que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas plus tard que ce dernier lundi est absolument lamentable. Ce sont des gens qui se comportent vraiment de façon tout à fait inacceptable. Donc, on va évidemment on va prendre les mesures qu'il faut. Et ça, bien sûr, c'est au-delà du fait que nous avons des administrateurs universitaires qui ont tiré un trait sur la francophonie il y a déjà longtemps, mais je pourrais m'étendre beaucoup plus là-dessus tout à l'heure. Merci Jean-Charles Cachon. Alors voilà, la glace est brisée. Nous pouvons amorcer cette discussion qui sera, à mon avis, fort intéressante. Et donc, je laisse immédiatement la place aux présentations de nos panélistes. Vous êtes venus les entendre. Nous allons commencer avec M. Yves Frenette, qui est de la chaire de recherche du Canada sur les migrations, les circulations et les communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface. Yves Frenette, c'est à vous. Merci de m'avoir invité. On m'a donné le rôle de faire un survol de la situation. Déjà, on a amorcé cette discussion avec ce qu'ont dit mes collègues, ce qu'a dit Serge, ce qu'a dit Carl, ce qu'ont dit M. Cachon et Mme Chouinard. Alors, je rappelle et je m'excuse si je vous rappelle des choses que vous connaissez. D'abord, il faut rappeler que les francophonies canadiennes à l'extérieur du Québec sont desservies par 15 institutions universitaires, dont seulement 5 sont autonomes et entièrement de langue française. La pandémie, Carl l'a dit tout à l'heure, ça a exacerbé les problèmes présents, les attaques croissantes contre la mission des universités, l'autonomie des universités, le manque de transparence des administrations, l'indifférence et l'hostilité croissante, je pense. On est dans un moment difficile au Canada contre le fait français. Et je rappelle qu'à l'exception de l'Université d'Ottawa, les francophones sont desservis par de petites institutions, des institutions de petite taille, qui doivent offrir une panoplie de cours et qui sont depuis très longtemps sous-financés. L'enjeu majeur, on en a parlé beaucoup dans les médias, c'est la question des étudiants
internationaux. Ce n'est pas seulement dans les francophonies minoritaires, c'est au Québec, c'est au Canada anglais aussi. Je n'ai pas vu, peut-être qu'il en existe une, je n'ai pas vu d'études d'ensemble. Ça va venir, j'imagine, sur la situation. Et la situation, elle varie d'une institution à l'autre. Alors, il faudrait apporter beaucoup de nuances et peut-être certains d'entre vous auront des témoignages là-dessus tout à l'heure, lors de la période de discussion et de questions. Mais on peut prendre pour acquis que dans la majorité des institutions francophones, le nombre d'étudiants internationaux a diminué, ce qui entraîne un manque à gagner. Par exemple, ce sont des étudiants qui sont le plus souvent en résidence universitaire, qui fréquentent la cafétéria, etc. Et donc, c'est un problème majeur. Il est trop tôt pour évaluer l'impact de cette diminution d'étudiants internationaux sur les différentes communautés francophones. Comme vous le savez, depuis quelques années, il y a un lien entre la présence d'étudiants internationaux et l'immigration francophone dans les communautés en situation minoritaire. Il est trop tôt pour voir, mais certainement, et il est très tôt pour voir, pour constater quels sont les problèmes sur pour la diversification, la diversité dans ces communautés francophones. C'est quelque chose qu'on va être capable d'évaluer probablement seulement à la fin de la pandémie. Et un autre problème que j'ai noté, pas à mon institution, mais je l'ai noté dans d'autres institutions, c'est que certaines universités ont eu comme réflexe de couper dans les fonds pour la recherche. À court terme, ça paraît comme une solution, la solution idéale. Hein? La recherche, c'est le gras d'une institution, mais c'est un très, très mauvais réflexe. Toutes les institutions francophones sont présentement dans une situation de fragilité. Il y a quand même des points chauds. J'en ai identifié 3 points chauds, mais peut-être que si on se rencontrait dans un mois ou dans un mois et demi, il y aurait des points chauds qui s'ajouteraient. Le premier point chaud, c'est la Laurentienne, bien sûr, et je ne commenterai pas. Je vais laisser M. Cachant en parler. On a évoqué tout à l'heure la situation au campus Saint-Jean d'Edmonton. Je vous le rappelle, compression budgétaire drastique à l'Université d'Alberta, dont le campus Saint-Jean est une faculté, coupure gouvernementale. Les problèmes de l'Université d'Alberta, c'est en grande partie les restrictions budgétaires et les coupures du gouvernement albertain. Et au printemps dernier, hein, vous vous en souviendrez, l'Association canadienne-française de l'Alberta a lancé une campagne pour sauver Saint-Jean. Depuis ce temps-là, il y a eu restructuration à l'Université d'Alberta, une restructuration qui a créé pendant l'été et pendant l'automne beaucoup d'angoisse et beaucoup d'incertitudes. Et finalement, en décembre, on a su quel était le résultat de quelle était en fait cette restructuration. On regroupe à l'Université d'Alberta, grande université, on regroupe 13 facultés en 3 grands collèges avec 3 doyens exécutifs qu'on appelle couramment des super doyens. Si eux sont super, je ne sais pas ce que sont les autres doyens, mais en tout cas, mais il y a 3 petites facultés, dont le campus Saint-Jean, qui ne sont pas intégrées dans cette grande structure. Alors, à court terme, la bonne nouvelle, c'est que le campus Saint-Jean conserve son autonomie, mais il se pose encore beaucoup de questions. Est-ce que le campus Saint-Jean, étant à l'extérieur de cette nouvelle structure, va pouvoir se développer? Est-ce que son existence est menacée? Parce que dans cette superstructure, avec les 3 collèges regroupant les facultés, le campus va se retrouver à l'extérieur du budget, hein, et va se retrouver à l'extérieur de la structure de pouvoir. C'est intéressant que dans les consultations qui ont eu lieu
tout l'automne, je pense que le campus Saint-Jean n'a pas été mentionné une fois lorsqu'il y avait des consultations à l'intérieur des autres facultés. Et finalement, le troisième point chaud, vous vous en doutez bien, c'est l'Université de l'Ontario français, qui est née, mais qui n'a pas encore d'étudiants. On apprenait que les chiffres qu'on nous a donnés, qu'il y avait seulement 47 candidats qui avaient fait une demande d'admission pour septembre prochain. On en espérait 180. Pour des raisons personnelles, le recteur qui était en poste depuis 6 mois seulement a démissionné. Il y a lieu de s'inquiéter de la situation à l'Université de l'Ontario français, mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de paniquer dans ce cas-ci. Parce que, bon, les demandes d'admission ont augmenté un petit peu depuis ce temps-là, mais il faut se rappeler que, en raison de la décision du gouvernement Ford en 2018 de se retirer du dossier et de couper les fonds qui étaient promis à l'Université de l'Ontario français, ça a créé une crise. Ça a créé une crise de confiance, d'abord, quand on a une université qui se retrouve dans les médias avec des problèmes comme ça. Et en plus, surtout, ça a ralenti beaucoup le processus de mise en œuvre. Le gouvernement fédéral est intervenu, mais il y a eu un retard énorme qui a été pris par l'Université de l'Ontario français. Et en fait, pour emprunter une expression anglaise, l'Université de l'Ontario français a vu le jour avec un revolver sur la tempe. Ils n'ont pas eu le temps de faire une étude de marché pour savoir si les programmes qu'ils ont créés étaient des programmes, en fait, qui auraient la cote chez les étudiants potentiels. Ces 4 programmes ont été approuvés seulement en octobre dernier, ce qui fait que l'université n'avait pas le droit d'annoncer ces programmes. Et j'aimerais rappeler qu'en milieu minoritaire, une nouvelle institution, c'est rare, il y a des exceptions, mais c'est rare que ça connaît un succès immédiat. Il faut vraiment donner la chance aux coureurs. Alors, si l'année prochaine, on se retrouve dans la même situation, là, je pense qu'on aurait lieu de s'inquiéter beaucoup. On nous parle d'un programme en éducation à l'élémentaire en 2022. Ça, c'est à peu près certain que c'est un programme gagnant. En fait, le problème, je pense que l'Université de l'Ontario français, présentement, pourrait émerger de cette crise-là. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, je pense, anglophones, mais il y a des francophones aussi, il y a des franco-ontariens qui souhaitent que cette université ne voit pas le jour. Alors, en terminant, que faire? Je fais seulement de vous donner une liste de 4 pistes de solutions et je pense que Stéphanie va vous en parler davantage tout à l'heure. D'abord, c'est à peu près évident qu'avec le problème des universités francophones, encore une fois, qui était exacerbé par la pandémie, il faut une intervention fédérale de l'enseignement supérieur en français au Canada, à l'extérieur du Québec. Je dirais que cette intervention fédérale, elle devrait s'accompagner d'une incitation très forte pour les universités francophones pour qu'elles collaborent davantage, qu'elles établissent une véritable collaboration interuniversitaire. Il y a des choses qui sont faites, mais ce n'est pas assez. Et là, bien, la CUFC a, je pense, un rôle important à jouer. Il va falloir qu'il y ait un soutien du Québec à définir. En Ontario, si la Laurentienne s'obre dans ses programmes en français, il pourrait être récupéré par l'Université de l'Ontario français. Ce serait un pas de fait vers
une université de langue française multicampus en Ontario qui est demandée depuis longtemps. Et finalement, nous avons besoin de leaders universitaires. Nous avons besoin de recteurs, et particulièrement dans le cas d'une nouvelle université comme l'Université de l'Ontario français, mais dans les autres institutions aussi, nous avons besoin de recteurs et de rectrices qui ne sont pas de simples gestionnaires, qui sont vraiment des champions et des championnes de leur institution, qui vont être présents dans les médias, qui vont être présents dans les communautés, des visionnaires, mais qui connaissent bien le milieu minoritaire. Et à la Laurentienne et à l'Université d'Ottawa, je pourrais vous nommer 10 ou 12 collègues qui correspondraient bien à ces critères. Merci beaucoup. Merci Yves Frenette, une présentation très intéressante, un survol très informatif de la situation. On voit déjà des solutions poindre à l'horizon, mais certainement beaucoup de questions qui demeurent. Et pour aller peut-être plus en profondeur, on a pensé inviter quelqu'un qui vivait cette réalité-là présentement à l'Université Laurentienne, Jean-Charles Cachon, qui est trésorier de l'Association des professeurs et professeurs de l'Université Laurentienne. Alors, pour nous expliquer ce qui se passe là-bas, quels sont les impacts sur les professeurs, sur les étudiants, sur la communauté, je passe la parole à M. Cachon. Merci bien. Donc, je vais vous exposer brièvement ce qui s'est produit depuis l'année dernière. Mais je voudrais d'abord mentionner que je partage l'analyse que vient de faire M. Frenette. Cependant, la réalité des choses telle que je l'ai vécue à l'Université Laurentienne, où je suis depuis 1983, dans les années 80, on a cherché à réformer la situation lorsque la loi sur les services en français a été promulguée en 86. Il y avait un certain nombre de rapports qui avaient été publiés à cette époque-là, aussi bien à l'Université d'Ottawa qu'à l'Université Laurentienne, où on préconisait une certaine autonomie des programmes en français. Et on recommandait également une autonomie budgétaire. Donc, à la fois une autonomie du côté des programmes, mais aussi budgétaire. Il y a un certain nombre de départements à l'Université Laurentienne qui ont commencé à fonctionner d'une manière bicamérale, francophone-anglophone. Ça a fonctionné dans un certain nombre de départements. Malheureusement, très rapidement, le bureau du recteur a repris la main, a repris le contrôle sur le plan budgétaire et finalement, à partir on peut dire, de l'époque 89-90, ce qui avait été un rêve relativement éphémère a été complètement balayé. Il y a eu à cette époque-là quand même un financement accru des programmes en français qui a fait qu'on a vu à la Laurentienne se développer des nouveaux programmes dans un certain nombre de départements, notamment dans les sciences. Donc, je pense par exemple chimie, biochimie. Plus tard, lorsque la faculté de médecine a été créée et a servi d'ombrelle à la nouvelle école de médecine du nord de l'Ontario qui a ouvert ses portes en 2005, on a maintenu un certain nombre de cours de biologie, de chimie et d'autres cours qui étaient exigés par la faculté de médecine. Par contre, il est devenu de plus en plus difficile au fil des années de terminer des programmes en français dans les domaines en particulier des sciences. Et donc, on se retrouve dans la situation actuelle, c'est-à-dire où, premièrement, l'année dernière, le vice-recteur de l'Université Laurentienne annonçait sans consultation, du jour au lendemain, le 30 juillet, la suppression ou la suspension de 17 programmes. Et sur ces 17 programmes,
9 programmes en français. Et pour ne pas les nommer, on parle par exemple d'études de l'environnement, on parle des 3 programmes de mathématiques qui font partie en fait du programme d'études des gens qui étudient en éducation dans les domaines mathématiques et sciences, le programme de géographie, le programme de spécialisation en théâtre, donc ça veut dire qu'il reste encore un programme de théâtre, mais pas celui de spécialisation, un programme d'administration des ressources humaines, alors que la région de Sudbury regorge d'entreprises qui embauchent dans ce domaine-là, donc ça n'a absolument aucun sens. Un programme de leadership de plein air qui aide à former notamment des enseignants en éducation physique pour le système scolaire et un programme de maîtrise en kinésie humaine qui lui aussi en fait amène des carrières dans les domaines de l'éducation en français. Donc là encore, une autre décision qui n'a ni queue ni tête. Par ailleurs, sur le plan syndical, ça faisait déjà plusieurs années que l'administration attribuait au corps professoral la responsabilité de tous les problèmes financiers de l'université laurentienne. En particulier, une masse salariale trop importante, trop de postes. Et donc, on a commencé au milieu des années 2010 à éliminer des postes par attrition, au point où, à l'heure où nous nous parlons, nous avons 345 postes à temps plein qui nous restent sur les 396 que nous avions en 2008. Pour vous donner une idée, parallèlement, le nombre de postes avec des salaires supérieurs à 100 000 $ du côté des administrateurs universitaires est passé de 27 à 67 entre 2010 et 2019. Et le nombre total de postes de cadres, donc de gestionnaires universitaires à l'Université Laurentienne, est de 121 personnes. Et on a à peu près 276 membres du personnel de soutien. Donc, on a un peu plus de 2 personnes de soutien qui correspondent à un administrateur gestionnaire. Et si vous faites le total, évidemment, vous avez un nombre beaucoup plus élevé d'administrateurs et de personnel de soutien que de professeurs à l'Université Laurentienne. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, quand on s'est réveillé le 1er février avec la bombe qui a été lancée par l'administration, qui consistait donc à nous placer en dessous de ce chemin de fer qui est la loi sur les accords avec les créditeurs. Ce qu'on nous a révélé à ce moment-là, c'était qu'il n'y avait pas du tout le problème qui était mentionné avant, c'est-à-dire que ce n'était pas un problème de dette, c'était en fait un problème de gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie dans les entreprises où j'ai eu l'occasion de travailler quand j'étais plus jeune, j'ai notamment travaillé chez L'Oréal à une époque comme adjoint à la direction financière, et je peux vous dire que la gestion de la trésorerie, c'est une activité qui est extrêmement technique, qui demande donc des compétences en finance assez particulières. Et je vous dis tout de suite, ce n'était pas moi qui m'occupais de la gestion de la trésorerie. Sinon, cette entreprise-là serait probablement plus là depuis longtemps. Donc, mais essentiellement, il y a eu un problème de compétences très sérieux que l'on nous a caché donc, pendant toute la période de la dernière année. Et en réalité, c'est l'enquêteur, M. Harrison, qui a été nommé par le ministère à la fin janvier. C'est ce M. Harrison qui a laissé couler dans la presse, par le biais de la presse canadienne, l'information selon laquelle la Laurentienne avait demandé 100 millions au gouvernement de l'Ontario en décembre 2020, en précisant que 50 millions allaient servir à payer des primes de départ
Et la réponse du gouvernement au mois de janvier avait été qu'on mettait 12 millions sur la table pour que la Laurentienne puisse effectuer, essentiellement faire la paye en février-mars et payer la plupart de ces factures jusqu'à la fin mars. Et pendant ce temps-là, le ministère attendrait d'avoir le rapport de M. Harrison pour prendre une décision fin mars ou quelque part au mois de mars pour décider quoi faire avec le financement de la Laurentienne. Donc, l'administration de la Laurentienne a refusé cette offre, d'après ce qu'on a compris. Il semblerait que ce refus a été associé à une recommandation qui aurait émané d'un certain nombre de personnes au gouvernement provincial, sans qu'on en sache plus. Donc, on continue essentiellement nous-mêmes à essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. On va probablement finir par le savoir. Toujours est-il que cette procédure est de toute évidence tout à fait antisyndicale, puisqu'elle nous prive du droit de grève, premièrement. Deuxièmement, elle nous prive du droit de ratifier une convention collective. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons des représentants qui sont en partie le président de l'APUL et la directrice générale de l'APUL, qui nous représentent avec des avocats. Et là, je remercie notamment l'ACPU qui finance une équipe d'avocats spécialisés dans cette procédure d'insolvabilité, premièrement, et deuxièmement, une équipe d'experts financiers dont le rôle est d'essayer d'arriver finalement à obtenir l'information financière que nous n'arrivions pas à obtenir en tant que syndicat de la part de l'administration, et donc de nous appuyer dans une négociation qui est secrète, qui se tient à huis clos, qui est assortie d'une clause de confidentialité absolue, où nos négociateurs n'ont pas le droit de mentionner quoi que ce soit, même dans des réunions habituellement confidentielles du conseil d'administration ou encore du comité de direction du syndicat. Et donc, nous sommes assujettis à cette situation-là. Alors que, et là ce qui est très bizarre, c'est que hier, j'ai appris, on a reçu l'annonce que le Conseil des gouverneurs de la Laurentienne se réunit mardi 2 mars à 19 h pour discuter de la procédure LACC. Ce qui nous a extrêmement surpris, puisque nous n'avons pas le droit, en tant que syndicat, de tenir ce genre de réunion. Donc, il semblerait que l'employeur, encore une fois, a des droits que nous n'avons pas, en dessous de cette procédure très particulière. Alors, voilà en gros où nous en sommes. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'autres informations s'il y a des questions plus précises par la suite. Merci. Merci Jean-Charles Cachon. Alors voilà, vous avez eu droit maintenant à un portrait sur le terrain d'une situation très précise qui se déroule à l'Université Laurentienne. Vous avez eu le survol de ce qui se passait à travers le pays. Analysons ça plus en profondeur maintenant avec Stéphanie Chouinard du Collège royal militaire et de l'Université Queen's de Kingston. Stéphanie Chouinard qui va nous faire son analyse de ce qui se passe au niveau politique dans les provinces, mais également, on a parlé du fédéral, peut-être qu'on pourra en savoir plus sur ce qui pourrait être fait de la part du fédéral. Stéphanie Chouinard, à vous. Merci. Premièrement, merci à mes deux collègues pour leurs réflexions pertinentes. Que dire après avoir passé, après ces deux collègues-là? Il y a quand même quelques trucs sur lesquels j'aimerais soit m'appuyer, notamment certains des éléments qu'Yves a soulevés et certains ajouts sur lesquels j'aimerais revenir. Donc,
la situation politique actuellement, vous savez que la question linguistique, première des choses, c'est une compétence accessoire dans la Fédération canadienne. Hein. Ça veut dire qu'à la fois, le fédéral et le provincial peuvent se mêler des questions linguistiques dans leur propre domaine de compétences. Sauf que, évidemment, le gouvernement fédéral a toujours la carte supplémentaire dans son manche qui est le fameux pouvoir de dépenser. Et donc, on a une tension actuellement entre un gouvernement fédéral qui se veut généralement bienveillant envers les minorités de langue officielle. On verra jusqu'à quel point, et surtout jusqu'à quel point les poches sont profondes au sortir de la pandémie. Je vais y revenir. Mais un gouvernement qui se veut généralement bienveillant, qui veut, à certains égards, on l'entend souvent, se faire le champion des langues officielles et des minorités francophones, et des provinces qui sont plus ou moins bienveillantes à l'égard de leurs minorités de langue officielle respectives. On fait face à un spectre, disons, sur le spectre de la bienveillance. Donc, pour revenir sur certaines provinces en particulier, je vais commencer chez nous en Ontario. La communauté franco-ontarienne est un peu un chat échaudé depuis 2018, et Yves en a parlé tout à l'heure, la fameuse crise de novembre 2018, le Jeudi noir en Ontario français. Ce qu'on voit actuellement, de ce que je vois depuis Toronto, lorsque je regarde Queen's Park, c'est qu'on a un gouvernement qui tente de regagner la confiance de la communauté, qui s'est rendu compte très rapidement qu'il avait fait une énorme erreur en mettant la clé dans la porte d'une institution dont la communauté franco-ontarienne rêvait depuis les années 70 et qui a fait marche arrière jusqu'à un certain point, mais il faut quand même se souvenir que dans le cas de l'Université de l'Ontario français, il y a certaines balises qui sont à considérer. D'une part, cette institution-là, elle est financée pour les 4 premières années de sa vie par le gouvernement fédéral. Est-ce que le provincial va tenir son bout de l'entente si la situation ne s'améliore pas du point de vue notamment des inscriptions? Comme l'a mentionné Yves tout à l'heure, les 4 programmes qui ont été mis sur pied se sont fait donner le feu vert par le gouvernement sur le tard, mais il y a aussi eu et là je suis dubitative là, du point de vue de ces programmes-là parce que leur compréhension, leur utilité, leur arrimage vis-à-vis de ce qu'espérait la communauté franco-ontarienne de cette institution-là manque, à mon avis. Ça ne répond pas nécessairement aux besoins ni aux souhaits de la communauté. Mais d'un autre côté, il faut comprendre aussi que cette institution-là, qui est en train de voir le jour, a les mains liées et ne peut pas dédoubler des programmes qui existent déjà. Et donc, ça limite sérieusement sa capacité à créer des nouveaux programmes. Donc, on verra dans les prochaines années ce qui se passera avec l'UOF, avec ses inscriptions, mais dans quelques années, si ce n'est pas le gouvernement libéral qui est toujours au pouvoir à Ottawa, je ne saurais dire ce que seraient les conséquences si le gouvernement de l'Ontario décide de mettre la clé dans la porte, de ne pas tenir son bout de l'entente, de financer les 4 années qui suivent pour l'Université de l'Ontario français. Bon, comme on en a parlé, en Alberta, il y a l'argument économique qui est utilisé un peu partout au pays, on ne va pas se le cacher. On sait que les minorités de langue officielle, surtout la communauté francophone, fait souvent les frais des programmes d'austérité économique. Et en Alberta, on a franchement les 2 pieds dedans. Donc, je reviendrai sur la situation du campus Saint-Jean dans quelques minutes, mais c'est vraiment ça l'argument sous-jacent à ce qui se passe en Alberta. Au Nouveau-Brunswick, on en parle un peu moins, mais on sait que l'Université de Moncton, sans être dans une situation financière de l'ordre de celle qu'on retrouve à l'Université Laurentienne, on sait qu'il y a des inquiétudes là. Et du point de vue du gouvernement provincial, on fait face à de sérieux défis. On a un premier ministre, le premier ministre Blaine Higgs, qui est, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas déjà, un ancien membre d'un parti ayant comme seul élément d'une plateforme électorale l'abolition des 2 langues officielles dans la province, le Confederation of Regions. Et bien que M. Higgs ait renié ce passé politique-là, qui est le sien, on se rend quand même compte, de par ses actions et surtout par ses silences à certains égards, que la question des langues officielles, ça l'ennuie, voire que c'est une question qu'il méprise un peu.
On l'a vu dans son traitement notamment des Jeux de la francophonie internationale qui auraient dû être tenus à Moncton. On le voit dans son traitement de la modernisation de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick actuellement. Donc, cela, par contre, pour dire que, et ça fait partie des bonnes nouvelles, si je peux dire, parce qu'il en faut quand même un peu, hein, le régime linguistique du Nouveau-Brunswick reste le plus fort au pays en termes des protections vis-à-vis de la communauté et de ses institutions. Le régime linguistique néo-brunswickois est plus fort même que le régime fédéral. Ce qui veut dire que, à mon avis, le gouvernement provincial ne pourrait pas tout bonnement sabrer dans le budget de l'Université de Moncton, à moins de sabrer dans le budget de toutes les autres universités anglophones de la province par la même occasion. Sinon, il y aurait un sérieux cas à faire devant les tribunaux en vertu de la loi sur l'égalité des communautés linguistiques. D'autres bonnes nouvelles, et là, on tombe un peu dans le registre du possible. Première des choses, j'aimerais revenir pour quelques minutes sur le litige entre l'ACFA et le gouvernement de l'Alberta à l'égard du campus Saint-Jean. Donc, ce litige-là repose sur deux arguments de la part de la communauté franco-albertaine. D'une part, le contrat qui a été signé entre les Oblas, qui étaient à l'époque propriétaires du terrain et des édifices du campus Saint-Jean et qui ont géré le campus Saint-Jean pendant de nombreuses années, et le gouvernement de l'Alberta, selon lequel les Oblas acceptaient de transférer la propriété du campus Saint-Jean au gouvernement de l'Alberta, tant et aussi longtemps que le gouvernement de l'Alberta prendrait bien soin de leur bébé qui était le campus Saint-Jean. Et donc, dans ce qui se passe actuellement, il y a un cas, il semblerait, à faire sur une base contractuelle, c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas en train de remplir ses obligations. L'autre élément, le deuxième élément de l'argument qui va être présenté devant les tribunaux, et c'est là où ça peut devenir très intéressant, pas seulement pour le campus Saint-Jean, mais où ça pourrait avoir des répercussions un peu partout au pays, c'est l'argument qui sera bâti à partir de l'article 23. Là, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas entendu parler de cet argumentaire-là, vous allez peut-être sourciller un petit peu en disant « Hey, attends un peu, là, fille, l'article 23, ça s'arrête après l'école secondaire. » Mais l'argument qui pourrait être fait autour de l'article 23 de la Charte qui protège l'éducation, l'instruction dans la langue officielle de la minorité partout au pays depuis 1982, c'est que pour être en mesure d'assurer qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des professionnels qui donnent vie à nos institutions d'éducation en langue française en francophonie canadienne, ça prend des institutions postsecondaires pour les former. Et donc, il y aurait un argument à faire autour de l'article 23 comme quoi certains programmes universitaires qui seraient fondamentaux au bon fonctionnement du système scolaire de la maternelle à la 12e année devraient être aussi couverts par l'article 23. Donc, on tente de tirer l'élastique de l'article 23 ici. On verra si le litige, si les juges décident de reconnaître cet argument-là comme étant valable. Et si c'était le cas, bien là, ça donnerait une corde de plus à l'arc de plusieurs institutions postsecondaires francophones dans le pays. Donc, ce qui se passe, le litige devant les tribunaux à l'égard du campus Saint-Jean, c'est important de le suivre, pas seulement parce qu'on veut évidemment préserver le campus Saint-Jean et s'assurer que son avenir sera meilleur que celui des dernières années parce que la situation financière au campus Saint-Jean, elle ne date pas d'hier, mais parce qu'il pourrait y avoir un rayonnement de cette décision-là un peu partout au pays. On n'est pas certain, par contre, ce que ça voudrait dire pour les campus bilingues. Donc, ça, c'est une question qui restera peut-être à élucider un peu plus tard. Du point de vue de la Laurentienne, il y a aussi peut-être un argument légal à faire ici en vertu de la loi sur les services en français de l'Ontario, puisque la Laurentienne s'est assujettie, s'est désignée en vertu de la loi sur les services en français. Et donc, les programmes français de la Laurentienne pourraient être protégés en vertu de la LSF. Donc, il faudra peut-être tester cet argument-là afin d'empêcher les programmes universitaires d'être abolis en vertu de cette désignation-là. Ça m'amène au fédéral. Donc, vous l'avez peut-être très certainement vu depuis une semaine, il y a un regain d'intérêt envers la question des langues officielles au fédéral depuis que la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, a déposé son plan de réforme des langues officielles. Bon,
Un plan de réforme, c'est encore pas un projet de loi. Il faut quand même rester réaliste, mais ça émet un certain nombre d'intentions de la part du gouvernement et on sait que le plan de réforme a l'aval du premier ministre, donc ça semble quand même être de bon augure. À l'intérieur de ce plan de réforme-là, on parle de complétude institutionnelle dans le domaine de l'éducation. Et donc, ce qu'on entend de la part du gouvernement fédéral, c'est qu'on a l'intention de soutenir un élargissement du financement dans le domaine de l'éducation au-delà de la maternelle à la 12e année. Ça va vouloir dire d'étirer l'élastique vers la petite enfance, un domaine où, depuis de nombreuses années, il y a des demandes criantes pour qu'il y ait un soutien aux jeunes familles, mais ça va aussi vouloir dire d'étirer dans le domaine postsecondaire. Et donc, l'intention de la ministre, si j'ai bien compris le document, ce serait de s'assurer que le financement et l'investissement dans le postsecondaire, du point de vue du gouvernement fédéral, serait plus stable et qu'il serait enchâssé dans la loi, c'est-à-dire que des gouvernements subséquents ne pourraient pas simplement décider de se résoudre à ne plus financer le postsecondaire à l'avenir. Et donc, au lieu d'avoir des solutions à l'emporte-pièce, comme on l'a vu avec l'UOF, comme on l'a vu avec la main tendue de la ministre vers le gouvernement Kenney en Alberta, il y aurait des investissements supplémentaires, parce qu'on sait que le fédéral investit déjà dans le postsecondaire en français, mais des investissements supplémentaires sur le long terme dans le domaine du postsecondaire. Par contre, ça reste à voir à quoi ces investissements-là vont ressembler. Dans le contexte post-pandémique au Canada, il ne faut pas se leurrer, il va y avoir des décisions difficiles à faire. La ministre Joly va devoir tirer assez fort sur la couverte avec ses collègues au sein du cabinet pour faire des langues officielles une priorité dans le plan de relance économique. Parce que des besoins, il va en avoir beaucoup. Et comme on le sait, les finances publiques actuellement ne sont pas en très bon état. Ça ne risque pas d'aller mieux avant de nombreuses années. Il y a aussi la possibilité d'une élection ce printemps, si les vaccins le veulent. Et donc, ce plan de réforme-là pourrait éventuellement faire son chemin vers des promesses électorales. Et là, ce sera notre rôle à tout un chacun en francophonie de s'assurer que cet élément-là ne sera pas oublié dans une prochaine campagne électorale et de faire entendre nos voix pour s'assurer que ce plan de réforme-là ne fasse pas mousse, finalement. Donc, en conclusion, la situation actuelle, elle n'est pas nouvelle, mais elle est exacerbée par le contexte dans lequel on se trouve. Il y a des tendances lourdes, tant du point de vue du gouvernement fédéral que des provinces, mais ces tendances de fond-là existent depuis longtemps. Il y a peut-être des bonnes nouvelles à l'horizon, mais il faudra rester vigilant. Donc, merci. Merci Stéphanie Couillard. Alors, vous avez donc eu ces présentations. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la période de questions. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on pourrait s'attarder. Alors, je vais vous passer la parole dans quelques instants. On va utiliser la fonction main levée. Donc, la fonction main levée qui est au bas de votre écran, soit sous l'icône des participants, soit sous l'icône des réactions. Si vous êtes utilisateur Windows, vous pouvez utiliser la touche de raccourci Alt-Y. Pour Mac, c'est Option Y. Donc, trouvez l'option main levée et nous allons passer à la période de questions. Pendant que je vous laisse faire ça, moi, j'en ai des questions pour nos panélistes. Premièrement, Yves Frenette, vous avez mentionné qu'il était trop tôt peut-être pour mesurer l'impact sur les communautés francophones. Quand même, si vous aviez une boule de cristal, là, qu'est-ce qui vous fait peur dans la situation actuelle pour la survie de ces communautés francophones en milieu minoritaire? C'est peut-être pas une question de survie, c'est une question d'épanouissement et de développement, mais je pense que c'est davantage dans certaines communautés
plus les communautés sont de petite taille, plus la venue d'immigrants francophones, elle est importante pour ces communautés. Moi, je ne pense pas que ce soit la panacée comme on le présente souvent, mais c'est un élément important. Alors, tout va dépendre, pour utiliser une image que Stéphanie a utilisée, ça va dépendre des vaccins. Le plus tôt on peut se sortir de cette pandémie, le plus tôt les étudiants internationaux vont revenir, parce que n'oublions pas que les étudiants internationaux, ils ont des choix, hein, ils ont beaucoup de choix, puis ce n'est pas seulement au Canada, ils ont des choix en Europe. J'hésite à le dire. Heureusement pour nous, la situation, elle est dramatique en Europe, puis elle est peut-être pire dans certains pays, en France notamment, qu'au Canada. Alors, mais je pense qu'il va falloir que nos institutions travaillent très, 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 très fort pour aller rechercher ou aller chercher de nouveaux étudiants francophones à l'international. Et parce qu'ils jouent dans les communautés qui ne sont, là on ne parle pas de Toronto, mais dans des communautés qui sont en voie de diversification, mais où il reste beaucoup, il y a encore beaucoup de place. Leur rôle, il est essentiel. Merci beaucoup. Monsieur Cachon, Jean-Charles Cachon, il y a une question sur le clavardage qui nous vient de Laura Pelletier, qui demande quelle mobilisation collective à travers le Canada peuvent être faites en soutien à ce qui se passe à la Laurentienne et en lien avec leur sortie du document de réforme pour soutenir l'éducation postsecondaire française au Canada. Alors, Monsieur Cachon, s'il y a d'autres qui veulent intervenir, là, je vous passerai la parole également. Oui, alors je vous remercie d'abord de poser la question. J'étais sur le point de commencer à répondre dans le chat, mais ça va être beaucoup plus facile de vive voix. Alors en fait, hier, j'ai eu avec quelques collègues l'occasion d'avoir une conversation assez longue avec un de nos amis de longue date qui est organisateur et ancien organisateur syndical. On a l'intention on est en train en fait de préparer un certain nombre de lettres modèles qui vont servir à alimenter une campagne qu'on va essayer de lancer tous azimuts dans l'ensemble du milieu syndical canadien. Donc à partir, si vous voulez, du Congrès du travail du Canada tout en haut, en passant par les fédérations provinciales comme la Fédération du travail de l'Ontario, dont nous sommes d'ailleurs membres. Nous sommes aussi membres du Conseil du travail du Canada via le SNACPU, qui est le syndicat national de l'ACPU, qui regroupe toutes les associations syndiquées au pays. Nous avons l'intention de toucher donc l'ensemble des syndiqués canadiens, mais aussi l'ensemble des membres de l'ACPU, des membres individuels de l'ACPU, donc l'ensemble des professeurs, avec essentiellement le message selon lequel ce qui se passe à la Laurentienne, ça n'est pas simplement le canari dans la mine, c'est la cantine de la mine, c'est-à-dire la lunchroom qui est déjà en train de brûler. Donc, essentiellement, on est tous dans cette mine et on est tous menacés de près ou de loin par ce qui se passe. Non seulement les institutions bilingues, mais en fait, ce sont toutes les institutions qui ont des problèmes financiers d'une nature ou d'une autre, qui pourraient se retrouver dans une situation où l'usage de cette procédure peut amener, lorsqu'il échoue, à une situation de banqueroute. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on est au bord de la falaise. La prochaine étape, c'est ou bien qu'on va se retrouver avec des coupures énormes dans les budgets et dans les modes de fonctionnement. On pourrait se retrouver également avec des situations où les droits syndicaux disparaissent, au moins en grande partie, pendant au moins la période où dure cette procédure. Mais l'après-procédure reste un point d'interrogation.
L'autre réalité qu'il faut savoir, c'est que nos fonds de recherche, que ce soit les fonds des 3 conseils, les fonds de recherche privés, les budgets de recherche individuels des professeurs, les allocations professionnelles des professeurs, tout ça à la Laurentienne a disparu. Il n'y a plus un compte de recherche qui est alimenté en ce moment. Ça veut dire que j'ai des collègues en ce moment qui sont en train de payer de leur poche pour permettre à des doctorants d'envoyer leurs échantillons pour se faire analyser ailleurs parce qu'on n'a plus les moyens de payer le matériel ou d'acheter les produits et de payer les factures des produits. Donc, on est vraiment dans une situation où les fonds de recherche, les fonds qui sont disponibles pour le travail quotidien des professeurs au niveau de la recherche, ces fonds-là ont été pillés pour alimenter le manque de trésorerie de l'institution. Donc, on ne parle pas simplement d'un risque éventuel. Le mal est déjà fait. Il y a déjà un certain nombre de gens en ce moment qui ne peuvent pas poursuivre un programme de recherche comme il était supposé d'arriver. Donc ça, c'est une autre chose. Pour revenir à la campagne, donc, ce qu'on a l'intention de faire, c'est essentiellement de marteler auprès de tous nos collègues que ce n'est pas la Laurentienne, et puis il ne faut pas se dire, ben, la Laurentienne, ok, mais nous, on est correct, on n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas le cas. Nous pensons que ça peut aller beaucoup plus loin. Et donc, on va demander aux gens de contacter leur conseil municipal, d'avoir des résolutions prises par des conseils municipaux, de contacter les membres du Parlement fédéral, les membres du Parlement provincial, et essentiellement d'avoir une campagne la plus vaste possible qui puisse ramener le plus de monde possible, de manière à ce qu'il y ait une prise de conscience dans le milieu postsecondaire en général et pas seulement universitaire, que notre système actuel, tel que nous le connaissons, est attaqué de façon majeure et c'est un risque très important. Il vaut mieux tuer ça dans l'œuf. On peut encore dire qu'on est dans l'œuf en quelque sorte. Donc le feu n'est pas partout dans la mine, on peut encore l'éteindre. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette tous ensemble et je pense qu'il vaut mieux faire du overkill plutôt que laisser les choses se passer et se dire ben, moi je ne suis pas à la Laurentienne, donc ça ne me touche pas. Merci Jean-Charles Cachon. Stéphanie Chouinard, vous avez fait mention de 2 choses. Premièrement, des propositions de réforme de la loi sur les langues officielles, d'une part. D'autre part, d'une élection fédérale qui s'en vient éventuellement, on ne sait pas quand. Considérant que dans les 4 élections provinciales, peut-être exception faite du Nouveau-Brunswick, mais la question des langues n'a pas vraiment fait partie des enjeux de campagne. Même au Nouveau-Brunswick, ce n'était pas vraiment un enjeu prioritaire. Évidemment, on est en pandémie. Mais jusqu'à quel point les langues officielles pourraient être un enjeu électoral, particulièrement du point de vue de ce qui se passe au niveau des institutions postsecondaires? C'est une bonne question, hein, parce que la pandémie, évidemment, prend tout l'oxygène actuellement sur la scène politique. Et c'est extrêmement difficile d'entendre parler d'autre chose. Et ce sera le cas s'il y a une élection avant que la pandémie soit terminée. Il y aura probablement énormément de pression pour que le gouvernement et les partis de l'opposition émettent en campagne électorale surtout des idées pour un retour à l'équilibre budgétaire. Hein? Et donc, ça risque évidemment de poser de sérieuses embûches à faire entendre des doléances et des revendications à l'égard des langues officielles. Cependant, la modernisation de la loi sur les langues officielles, ça date pas d'hier qu'on en parle. C'était une promesse électorale en 2019. Ça faisait longtemps qu'on en parlait dans le premier mandat du gouvernement Trudeau en 2015 et 2019. L'année 2019, ça a été vu comme un anniversaire manqué par le gouvernement. Et donc, je pense qu'il y aura quand même la possibilité de faire des langues officielles un enjeu, d'une part parce que ça fait plusieurs fois que le gouvernement annonce qu'il procédera effectivement à la modernisation de la loi sur les langues officielles.
mais aussi parce qu'on a un certain consensus actuellement du point de vue de la Chambre des communes, c'est-à-dire que les conservateurs et les néo-démocrates sont d'accord qu'il devrait y avoir une modernisation de la loi sur les langues officielles. D'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, il y a eu des propositions très concrètes qui, à plusieurs égards d'ailleurs, reprenaient plusieurs des grandes lignes des travaux de nos parlementaires. Je vois que le sénateur Cormier est ici, donc notamment du rapport de son comité sénatorial. Et donc, dans le contexte où il semble y avoir quand même un certain consensus, ça m'indique que ce sera possible de faire parler les partis politiques de cet enjeu-là. Donc, je tente de rester optimiste malgré les circonstances. Merci. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions en levant la main, en utilisant l'icône au bas de votre écran. J'ai 3 personnes qui ont demandé la parole. Dans l'ordre, le sénateur René Cormier, Éric Chevauchery et Serge Miville. Je vous demanderai d'identifier votre institution et vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous voir. Le sénateur René Cormier était le premier élève discipliné à lever la main. Alors, votre question, sénateur. Je pense que j'étais un élève discipliné parce que les professeurs qui s'adressaient à moi étaient très pertinents et éloquents. Puis je vous remercie d'abord de l'invitation à assister à ce forum. C'est fort intéressant. Puis sans parler au nom de mes collègues là, du comité sénatorial permanent des langues officielles, je peux vous dire que la question du post-secondaire et des enjeux qui touchent les institutions postsecondaires est une question très, très importante pour nous en ce moment, bien que le comité n'est pas en ce moment en mesure de se réunir encore. C'est une question qui nous concerne beaucoup. Et il y a beaucoup de questions qui surgissent de vos présentations, mais je voudrais axer ma question sur le positionnement des universités francophones. Quel est votre point de vue là, post-pandémie sur le positionnement des universités francophones dans le sens suivant, particulièrement au niveau de l'offre de programme et de la formation des professionnels? Parce que vous avez parlé de différents secteurs, notamment la recherche, hein, qui va être post-pandémie un élément, un argument très important. Le Canada va devoir un peu, entre guillemets, se réinventer, là, puis la question de la recherche universitaire va devenir essentielle pour le rétablissement post-pandémie. La question, évidemment, du besoin de professeurs de français, de formation de professionnels, professeurs en français qui puissent dispenser de l'éducation et de la formation un peu partout à travers le pays. Donc là, ça rejoint ce que disait le professeur Chouinard, Dr. Chouinard, sur la question de la Charte 23 puis de l'élargissement de sa portée. Et puis la question de l'immigration aussi, qui est un enjeu pour le développement des classes. Alors, ma question est la suivante. Comment, à votre avis, les universités francophones sont-elles positionnées actuellement pour agir comme, je dirais, leader dans ces 3 champs d'intervention-là, afin aussi que soient reconnus leurs besoins, évidemment, financiers, leur soutien, tant par le fédéral que par les provinces? C'est un peu le sens de ma question. Et comment vous, comme prof, à l'intérieur de ces institutions-là, vous percevez le positionnement de ces différents programmes qui viendraient aider au positionnement des universités francophones? J'aimerais intervenir là-dessus sur 2 ou 3 points. D'abord, j'aimerais parler des bibliothèques et des archives et la manière dont on va conserver le vécu de la francophonie hors Québec dans les années qui viennent, dans un contexte où les budgets des bibliothèques ont été coupés à un tel point qu'on n'a même pas les moyens d'acheter les collections, qu'elles soient sur papier ou électroniques. On n'a pas le moyen d'acheter des collections suffisantes pour soutenir les programmes qui existent en français présentement. Deuxièmement, les budgets des archivistes sont également squelettiques au point où aujourd'hui, si je voulais donner 30 ans de mes archives à l'Université Laurentienne, il n'y aurait personne pour les traiter. Il n'y aurait pas les moyens financiers pour traiter ces archives-là. Et donc, je vais être obligé éventuellement de me débarrasser de plusieurs caisses d'archives qui n'ont pas preneur et où je n'ai pas d'endroit où je pourrais les stocker moi-même. Donc, je serais obligé de m'en débarrasser physiquement, malheureusement. Et je suis sûr que c'est le cas de quantité d'archives dans le nord de l'Ontario pour lesquelles il n'y a pas de lieu qui soit dépositaire de cela.
finalement, pour ce qui est de la formation des professeurs, etc., vous venez de voir les coupures dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pense que ça répond à la question pour ce qui est de ce que je connais dans ma région. Merci. Yves Frenette, Stéphanie Chouinard, peut-être? Oui, peut-être. Vas-y, Vas-y. Vas-y. OK. Une chose que je rajouterais par-dessus ce qui vient d'être dit, c'est que ça, c'est quelque chose qui prédate la pandémie, c'est la lutte constante, acharnée pour s'assurer que la recherche en français, ça demeure pertinent. On sait que dans le domaine des sciences, dans le domaine des sciences sociales, ça, je le vis au quotidien au sein d'une institution bilingue où mes collègues anglophones ne connaissent pas, par exemple, les revues en français et parfois, ça crée des tensions. Il faut constamment lutter contre l'anglicisation du domaine scientifique. Et ça va se poursuivre après la pandémie. Donc, c'est un domaine, un chantier constant et qui ne risque pas d'être terminé de sitôt. Si je peux prendre la parole un instant, mais j'aimerais rebondir, comme j'ai la parole, j'aimerais rebondir sur la question de la mobilisation. Je pense qu'on l'a vu en 2018, l'opinion publique québécoise, c'est un élément très, 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 très important. Hein. On l'a vu lorsqu'il y a eu la clé, la porte qui a été fermée à l'UOF, la question du commissariat des services en français en Ontario, l'opinion québécoise s'est mobilisée et ça, si on parle de campagne électorale fédérale, je pense que c'est un élément très, très important. Vous posez, sénateur Cormier, des questions essentielles. D'abord, je pense que la question de l'éducation, elle est importante et de la formation des enseignants et des enseignantes. Mes collègues à l'Université de Saint-Boniface me corrigeront, mais nous avons notre faculté d'éducation, elle est un moteur, hein, une grande partie, un grand pourcentage. Moi, j'enseigne des cours d'histoire et c'est la même chose pour mes collègues en géographie, en français, et en sciences aussi. La plus grande partie de nos étudiants font un bac chez nous, un bac en sciences humaines et se dirigent ensuite de ça vers l'éducation. Et ça, c'est fondamental et ce n'est pas seulement le cas chez nous, c'est le cas aussi au campus Saint-Jean, c'est le cas surtout dans les petites universités. Alors, il faut qu'on s'assure, puis ces étudiants-là, ils viennent des écoles de langue française, mais ils viennent énormément des écoles d'immersion et de plus en plus, nous avons des étudiants internationaux aussi. Pas assez. Alors, je suis pas sûr ce que les institutions peuvent faire. Je pense que les institutions sont sensibles à cette question-là. Et là, ça rejoint, c'est la question de l'éducation, mais c'est la question de l'immigration aussi. Mais je pense que la réponse, s'il y avait des administrateurs universitaires parmi nous, leur réponse, c'était donnez-nous les moyens, puis on va faire ce qu'il faut. Merci beaucoup et je dois malheureusement quitter pour une autre rencontre, mais je vous remercie beaucoup pour votre présentation et pour votre travail. À la prochaine. Au revoir. Merci. La prochaine question nous vient d'Éric Chevauchery. Je vous rappelle de lever la main si vous avez des questions et on viendra à vous. Là, il nous reste une quinzaine de minutes pour cette conférence. Identifiez, s'il vous plaît, votre institution ou l'entreprise ou l'organisation que vous représentez ici aujourd'hui. Oui, bonjour, Éric Chevauchery du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Une réflexion très rapide, Monsieur Frenette, vous avez utilisé le mot multicampus et au sein, actuellement, si mes souvenirs sont bons, de la francophonie canadienne, il y a au moins 22 établissements postsecondaires, je pense entre 80 et 100 campus, donc francophones hors Québec. Or, dans le monde, en tout cas une partie du monde, au moins occidental,
on voit quand même un mouvement vers une forte concentration du postsecondaire en créant des très grosses universités pour être compétitifs, pour être en haut de l'affiche. Est-ce que la francophonie ou le postsecondaire en francophonie canadienne ne va pas un peu contre le cours de l'histoire? C'est juste une réflexion. Non, je ne pense pas parce que justement, parce que ce sont des universités qui desservent des minorités. Et je pense que le modèle que vous évoquez ne peut pas fonctionner au sein des minorités. D'abord parce que les minorités, et là je ne parle pas nécessairement de diversité ethnoculturelle, elles sont diverses en soi. Hein. La situation, et même en Acadie, la situation des Acadiens du Nouveau-Brunswick n'est pas celle des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Alors, c'est pour ça que je dis que, je veux dire, on ne pourrait pas penser qu'il y aurait une université francophone au Canada avec des multicampus. Je pense qu'au niveau pan-canadien, c'est des collaborations qui sont nécessaires. Écoutez, on fait des co-diplomations maintenant avec l'Europe, avec d'autres continents. On pourrait penser à des co-diplomations, on pourrait penser à des collaborations au niveau de la recherche aussi qui se fait. Il y a beaucoup de collaborations qui se font. Quand je parlais de multicampus, je parlais vraiment, je parlais vraiment de l'Ontario, encore une fois, en raison c'est pas seulement la diversité, mais de l'identité du nord de l'Ontario, qui est des francophones du nord de l'Ontario, qui n'est pas la même que celle de ceux du sud. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait que, même si on avait les moyens, on ne créerait pas une université à Toronto où on espérerait que tous les francophones de la province puissent venir. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a un autre conférencier qui veut intervenir là-dessus ou on peut passer à la question suivante? D'accord. Serge Miville, c'est à votre tour. Donc, votre question, votre institution, s'il vous plaît. Serge Miville, à l'Université Laurentienne. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Très éclairant, très intéressant, très, très stimulant, tout ça. J'aimerais vous entendre. En fait, il me semble que je vois deux enjeux qui sont interreliés ici. Vraiment, dans l'immédiat, on a un besoin criant de financement. Il me semble que c'est très clair au niveau de la Laurentienne. C'est très clair, ça devient de plus en plus clair du côté de Moncton, mais c'est aussi très clair à Saint-Jean. Il me semble que l'argent est dans la guerre, mais il me semble aussi que ce qui distingue peut-être la question du côté du campus Saint-Jean de la Laurentienne, il me semble qu'il y a aussi une question de gouvernance qui va là-dedans parce que rares sont les universités, les institutions où la majorité de langue anglaise gouverne, où on imagine la croissance ou le progrès ou le développement à partir du fait français. Et on a vu ça, je vais parler surtout du côté de la Laurentienne. Ça fait seulement 4 ans que je suis là, mais ce que j'ai pu voir, c'est que l'expansion s'est pensée lorsqu'on a mis sur pied le campus Barrie. Ça s'est pensé dans un campus unilingue anglais. On a eu beaucoup de misère à penser le recrutement international d'étudiants internationaux qui, je suis bien d'accord avec Yves, c'est vraiment c'est une institution d'intégration, l'université, pour ça. On n'a pas été capable de penser d'immersion en français à l'Université Laurentienne. Donc, le danger n'est-il pas, si on demande un financement accru, qu'on retombe finalement dans les mêmes problèmes où tout est mis dans le même pot, on va dépenser pour quoi que ce soit, puis on va penser la croissance, non pas à partir d'une perspective de la minorité francophone, mais celle de la majorité. Merci beaucoup. Serge, je pense que tu poses d'excellentes questions. Bon, d'une part, j'ai l'impression que si du financement est débloqué pour sortir la Laurentienne de la situation actuelle puis de remettre l'institution sur les rails, ce que je souhaite,
je ne peux concevoir que ça sera avec une gestion financière qui se situe dans la continuité avec la situation actuelle. Il y aura certainement un travail pour mettre des jalons afin de s'assurer que la situation actuelle où des fonds de recherche ont été utilisés pour payer le déneigement du parking se reproduisent. Donc, ça, selon moi, ça va de soi, qu'il y ait une certaine restructuration, ce qui ne veut pas dire de se débarrasser de programmes ou quoi que ce soit, mais que dans la gestion financière, il y a des balises pour faire autrement. Pour ton autre question, c'est une question qui, je sais, te préoccupe parce qu'on s'en est parlé. Et c'est une question, je pense, qui vaut la peine d'être soulignée encore et encore, que l'épanouissement pour la suite des choses de la Laurentienne, ça doit absolument passer, évidemment, par les programmes en français. J'imagine, je ne sais pas si on veut aller là aujourd'hui, que la possibilité d'une autonomisation des programmes français de la Laurentienne, ça soit quelque chose qui soit particulièrement tentant à cette jonction critique là, dans laquelle on se trouve. Justement pour arrêter d'être obligé de se battre contre la majorité qui ne comprend pas toujours les intentions, les souhaits de la communauté francophone vis-à-vis de l'Université Laurentienne. Merci Stéphanie. Monsieur Cachon, vous voulez intervenir? Oui, juste un court commentaire. Je faisais partie du groupe qui avait milité pour la création du Collège Boréal dans les années 90-92. Et à l'époque, il y avait eu une réunion avec la municipalité pour décider où est-ce qu'on allait placer le Collège Boréal. Et je me souviens d'avoir milité à l'époque et d'avoir proposé qu'on l'installe sur le campus de l'Université Laurentienne de manière à créer une masse critique d'institutions postsecondaires francophones. Et dans une crise comme celle qu'on connaît en ce moment, ça aurait été l'occasion idéale pour proposer justement dans cette restructuration qui va avoir lieu de la Laurentienne une sorte d'intégration des enseignements collégiaux et universitaires. Et ça aurait permis probablement aussi de sauver un certain nombre de services au niveau de la bibliothèque, des archives, etc. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés et on a placé le Collège Boréal à l'opposé de la ville de Sudbury, donc à 12 ou 13 kilomètres du campus de l'université, ce qui a été une erreur, une faute et une bêtise. Donc, je pense que s'il doit y avoir des regroupements dans le sens que mentionnait M. Chevauchery tout à l'heure, d'une part, je pense qu'il y a des fédérations qui sont possibles au niveau de la recherche et autres, mais il y a aussi, dans le cas particulier de l'Ontario, probablement de faire ce qui existe déjà dans certaines villes comme à North Bay, par exemple, où le campus universitaire est à côté du campus collégial, même si ça a pu poser certains problèmes au niveau du marketing. Merci Jean-Charles. J'ai une question qui vient d'un collègue de Yves Frenette, Jean Valenti de l'Université de Saint-Boniface, qui nous demande, étant donné le manque de leadership criant de nos recteurs et de nos rectrices, quel devrait être le rôle des syndicats dans la présente conjoncture politique et crise politique? Qui s'intéresse à cette question? Peut-être Monsieur Cachon, puisqu'on parle de syndicats, vous êtes peut-être celui qui est le mieux placé pour en parler? Ben, je dois vous rappeler que la dernière fois que les syndicats se sont mêlés de politique en Ontario, c'était à la fin 96, début 97, lorsqu'on a organisé le mouvement qui s'appelait la résistance contre le gouvernement de Mike Harris. Ça s'est mal terminé dans le sens où il y a eu une grève des enseignants de l'Ontario qui a duré une semaine et demie ou deux. Au moment où cette grève était sur le point de faire tomber le gouvernement, parce qu'on était vraiment arrivé à ce stade-là, les dirigeants syndicaux des enseignants ont décidé d'attendre et de laisser faire le processus électoral. Donc, il y a eu un choix stratégique qui a été fait par le milieu syndical à l'époque
qui était de ne pas aller jusqu'à renverser un gouvernement, même si c'était possible, et donc de laisser faire le processus électoral. Donc, je crois que le mouvement syndical peut-être a changé d'avis maintenant, mais je dois dire qu'à cette époque historique, le mouvement syndical avait décidé de ne pas empiéter sur la politique au point de renverser un gouvernement, même s'il en avait le pouvoir. Du moins, une partie du mouvement syndical qui était critique à cette époque-là. Yves Frenette, vous en pensez quoi? Quel beau fantasme, avoir le pouvoir de renverser un gouvernement. Comme universitaire. Ben, moi, je pense, et je pense, dans certaines communautés, notamment au Manitoba, mes collègues de l'exécutif syndical le font déjà. Je pense qu'on a un rôle énorme à jouer, mais c'est un rôle, malheureusement, c'est encore beaucoup un rôle d'éducation auprès du public. Je dis malheureusement parce que je pense que ça fait longtemps que les syndicats universitaires, M. Cachant le mentionnait, ça fait longtemps que les syndicats universitaires informent le public parce que nous n'avons pas, comme universitaires, nous n'avons pas la cote. Quand j'ai commencé dans le métier, il y a très, très longtemps, il y a presque 40 ans maintenant, je veux dire, les gens me trouvaient bien chanceux d'avoir 3 mois de vacances, puis ça n'a pas changé. On me fait encore souvent ce commentaire-là. Alors, je pense qu'il faut qu'on soit là syndicalement, et là, encore une fois, c'est chaque communauté est différente, mais il faut qu'on soit là. Moi, je pense qu'il faut que, pour la question du financement, il faut que l'administration soit là, les recteurs et les rectrices soient là, et que nous soyons là comme syndicat, puis dépendant des circonstances, parfois avec l'administration ou parfois séparément de l'administration. Il faut qu'on ait un visage public parce que oui, ça peut fonctionner. Ça fonctionne, les négociations, des négociations dans les officines gouvernementales, mais il faut aussi qu'il y ait une image publique que l'on déploie. Merci, Yves Frenette. Je vais tirer la sauce un peu pour prendre les 2 dernières questions. J'ai Mathieu et Marcel Martel. Alors, Mathieu, pour commencer, Mathieu Lang, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour vos présentations, Mme Chouinard, M. Frenette, M. Cachon. C'est dommage, je pense que le sénateur Cormier est parti parce que j'ai trouvé que sa question était intéressante, mais parce que, en parlant de positionnement, je trouve que c'est un vocabulaire qui vient du domaine de l'entreprise et c'est une vision très restreinte du rôle des universités dans la francophonie canadienne, mais en général dans le monde aussi. On parle puis je vais parler de l'expérience de l'Université de Moncton dans ses 3 campus, dont 2 campus qui sont dans des régions très rurales, où il y a encore beaucoup d'Acadiennes et Acadiens francophones qui ont accès à l'université par la proximité de ces campus-là, qui sont des étudiants de première génération. Et je vais parler aussi de mes collègues de ces campus-là qui propagent la culture universitaire dans les conseils d'administration, dans les organisations à but non lucratif, dans des comités de citoyens. Et le drame que je constate avec cette façon de voir le positionnement, mais aussi tout ce qui vient avec, toute la question de la rentabilité des universités comme une entreprise qui produit des crayons à mine, le drame, c'est de voir que les dépenses, ben, ce sont les profs, mais là où on est rendu à l'Université de Moncton, dans les domaines où on est encore présent, ben, on n'a pas 2 ou 3 profs experts dans un domaine. Donc, quand on décide ou on dit on peut se priver d'un domaine comme l'histoire ou la philosophie ou d'autres domaines des sciences humaines, des sciences fondamentales, hein, ben c'est en fait chaque poste de prof qu'on perd, c'est un univers de sens que la communauté se prive. Et donc, les élus ou les sénateurs
les représentants des citoyens se privent d'informations et de connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions puis faire des lois. C'est un peu ce que je répète toujours aux élus que je rencontre. Tu n'auras pas de connaissances ou tu n'auras pas d'informations sur la région de Rogersville s'il n'y a pas de chercheurs de l'Université de Moncton qui s'intéressent à Rogersville, parce que ça serait étonnant que des chercheurs des autres universités, que ce soit à Laval ou à McGill ou à Simon Fraser, vont s'intéresser à ce qui se passe à Rogersville. Donc, si tu veux prendre des bonnes décisions, des bonnes politiques publiques pour régler les problèmes, tu as besoin de la présence des universités en région, puis les régions francophones notamment. Ma question, donc ça c'est un commentaire que j'aurais aimé faire. Si on a enregistré, peut-être qu'on pourrait y envoyer cette partie-là, puis étant donné que c'est un sénateur de ma région, peut-être venir rencontrer le syndicat de l'Université de Moncton. Ma question est plutôt, vient d'une remarque que le recteur précédent m'a faite. On a parlé que l'Université de Moncton est assez bien positionnée par rapport à, je pense que c'est pour ça Chouinard qui en a parlé, là, par rapport à la protection provinciale sur les langues, la question de la minorité ou la dualité linguistique au Nouveau-Brunswick. Cependant, le gouvernement actuel a coupé dans des subventions restreintes, c'est-à-dire des subventions spéciales. Le non restreint, le financement de base n'a pas été coupé, puis je pense que vous avez raison, il couperait sur toutes les universités. Il y a des subventions très spécifiques qui ont été coupées, puis ça, c'est un peu comme un cheval de Troie, là, notre gouvernement, notamment une subvention spéciale pour le programme des sciences infirmières. Une pénurie d'infirmières et d'infirmiers partout dans le monde, je pense. Donc, c'est quasiment contre-intuitif de penser à une coupure d'un financement accru, puis c'était justement pour augmenter le nombre de places. Et le commentaire du recteur Couturier à l'époque, c'était, j'en ai parlé à mon homologue de UNB, et à UNB, on a dit, on ne fait pas de pression, on tient son mort, on ne fait rien auprès du gouvernement, on ne va pas plus loin, on ne revendique rien. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que, je n'ai pas la connaissance, je ne suis pas au fait de ce qui se passe ailleurs au pays trop, mais on voit qu'il n'y a pas de collaboration sur un enjeu qui n'est pas linguistique, les sciences infirmières, pour faire front commun auprès du gouvernement. Dans cette volonté d'une mobilisation plus large, la plus large possible d'un océan à l'autre, est-ce qu'on a le soutien des grandes universités, puis est-ce qu'on a le soutien aussi des universités anglophones? Parce que je pense que c'est essentiel d'avoir ce soutien-là. Si on ne l'a pas, ben, qu'est-ce qui est l'option? Puis si on l'a, ben, ou si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir? Si c'est impossible de l'avoir, ben, que nous est-il permis d'espérer? Puis comment on s'y prend pour arriver à nos fins? Donc ça, c'est ma question. Question simple, s'il y en est une. Bien franchement, je ne le sais pas. Vous soulevez un point qui est très, très important, puis je pense qu'on devrait tous y penser. C'est tout ce que je peux vous répondre à ce stade-ci. Mes collègues ont probablement plus de lumière à apporter. Merci, Mathieu. Je t'inviterai à écrire au sénateur pour lui faire part de tes commentaires. Je pense qu'il serait réceptif. Malheureusement, je pense que les grandes institutions ont tendance à fonctionner, sur un mode de fonctionnement corporatiste, et deux, de façon plutôt égoïste. Et je nommerai pas de nom, je pense que je n'ai pas besoin, mais en Ontario, il y a des institutions qui travaillent pas toujours dans le sens de la communauté, qui sont plus intéressés par leur petit nombril que par ce que souhaiterait la communauté. Et donc, il y a du contre-productif dans ces discussions-là. Pour ce qui est des institutions anglophones, je pense que c'est une possibilité de faire front commun. Puis je pense que la question des sciences infirmières au Nouveau-Brunswick, ça serait un excellent exemple d'une possibilité de collaboration. Encore faut-il qu'il y ait un intérêt de part et d'autre, et à certains égards, parce qu'en francophonie, on a beaucoup tendance à parler dans l'entre-nous, parce qu'on a plusieurs enjeux qui sont plus similaires entre nous qu'avec nos homologues provinciaux. Bien, ces courants de discussion-là ne sont pas toujours très bien déblayés, disons. Mais je pense que c'est une bonne intuition. Il y a un aspect qu'on n'a pas mentionné, je ne sais pas quelle est
qui est au courant mieux que moi du CNFS, qui est le Consortium national de formation en santé. D'après ce que je comprends, le CNFS est un programme fédéral qui finance une partie de la formation en santé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des communautés d'intérêt via ce genre de programme. Et je me demandais justement tout à l'heure, quand quelqu'un parlait de la possibilité d'avoir, je crois que c'est Madame Chouinard, en fait, qui parlait de la possibilité d'une nouvelle loi qui serait à l'étude au bureau de Madame Joly. Je me demandais s'il n'y aurait pas si on pourrait pas, si cette expérience CNFS d'abord est souhaitable et fonctionne bien, et deuxièmement, si oui, est-ce qu'il y aurait intérêt à avoir des initiatives similaires à l'intérieur de cette nouvelle loi? Merci Jean-Charles Cachon. On a une dernière question. On va y aller rapidement parce qu'on commence à perdre des participants. Marcel Martel, à vous la parole. Oui, Marcel Martel, Université York à Toronto. Merci pour nous avoir fourni la chance non seulement de se parler, mais de s'écouter. Et je remercie les trois, la conférencière et les deux conférenciers. Ma question, c'est pour Stéphanie. Je suis bien content d'apprendre que l'article 23 va être testé et on verra ce qui va arriver dans le cas du campus Faculté Saint-Jean. Et ma question, c'est concernant la loi 8, c'est-à-dire dans quelle mesure la loi 8 peut aider nos collègues à Laurentienne à préserver les programmes en français. Et comme on le sait, il y a une partie du financement, que ce soit à l'Université d'Ottawa, l'Université York ou à l'Université de la Laurentienne, qui provient du gouvernement fédéral. Dans quelle mesure ce financement-là provenant du gouvernement fédéral peut être, c'est-à-dire rappelé aux dirigeants de l'Université de la Laurentienne qui ne peuvent pas sabrer à yeux fermés dans les programmes francophones. Mais ceci étant dit, j'avoue que je suis toujours non seulement scandalisé, mais d'apprendre que nos collègues de Laurentienne n'ont plus accès aux fonds provenant du crèche. Et les deux autres conseils, je me demande où étaient ces gens-là. C'est quand même scandaleux. Non seulement que la direction de la Laurentienne ait permis cette situation, mais que nos conseils subventionnaires ne posent pas de questions. Donc, pour revenir à ma question et pour Stéphanie, dans quelle mesure la loi 8 peut aider nos collègues à la Laurentienne à rappeler non seulement au bureau des gouverneurs, mais surtout à la direction de cette université qu'on ne peut pas rêver d'une nouvelle université laurentienne qui pourrait se résumer à peut-être 2 ou 3 cours en français. Bon, j'exagère, mais qui sait. Et tout le reste va être en anglais. Merci Marcel, ça fait longtemps, plaisir de te voir. Et je pense qu'il y a une bonne partie de ta question en fait qui devrait plutôt être répondue par M. Cachon qui en sait probablement plus que moi sur cet enjeu-là. La désignation sous la loi sur les services en français va certainement servir d'argumentaire pour protéger les programmes francophones. Par contre, à ma connaissance, dans le domaine du postsecondaire, cette limite-là, disons, la force du rempart de la désignation en vertu de la loi n'a jamais été testée. Et donc, on aura peut-être certaines réponses à cet effet-là. Et dans la mesure où la ministre Mulroney dit qu'elle est intéressée, que ça l'intéresse, que c'est une possibilité, la modernisation de la loi sur les services en français. Ça nous donnera peut-être un élément de plus à mettre sur notre liste d'épicerie en tant que franco-ontarien dans ce processus de modernisation-là. Pour ce qui est du financement du fédéral qui a été octroyé à l'Université Laurentienne pour justement soutenir la programmation en français, je ne suis pas certaine si le gouvernement fédéral a demandé d'être une partie prenante dans le litige. Donc, je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Si M. Cachon veut sauter sur l'occasion pour compléter, je voulais lui laisser la parole. Oui, merci, Mme Chouinard. Effectivement, le fédéral est représenté devant cette cour LACC. Donc, les 3 conseils, je crois, ont une représentation. L'autre chose, c'est que le regroupement des professeurs francophones de l'Université Laurentienne a identifié le fait qu'il y a 12 millions de financements qui arrivent du fédéral
et qui sont destinés au programme en français. Donc, ils ont émis il y a 2 jours un communiqué qui justement était à cet effet-là. D'ailleurs, j'ai préparé un petit document qui pourra être envoyé à tous les participants, qui contient notamment le communiqué du regroupement. Et donc, enfin, je ne sais plus si je réponds à la question de M. Martel, mais enfin, en ce qui a trait à la loi 8, en fait, ce que je sais de la désignation, j'ai moi-même conduit, quand j'étais directeur de mon département il y a quelques années, une transformation des programmes de gestion de l'Université Laurentienne. Or, personne ne m'a jamais mentionné le fait que l'ancien programme était mentionné dans la loi 8 et qu'il faudrait probablement faire des changements par un ministère quelconque pour la désignation des nouveaux programmes. Donc, en ce moment, en fait, le programme qui est désigné sous la loi 8 pour la Laurentienne n'existe plus et a été remplacé par des programmes plus spécialisés qui portent un autre nom. Et je me suis rendu compte de ça il y a quelques jours. Jean Cachon, merci. Yves Frenette, peut-être un mot de la fin? Et Marcel a apporté une question, a amené une question importante. Comment, c'est pas seulement face à la Laurentienne. Il fut un temps, je me souviens, quand Diane Adam était commissaire aux langues officielles, on était un certain nombre, on avait participé des chercheurs francophones de l'extérieur du Québec pour voir justement si la loi sur les langues officielles pourrait s'appliquer à la recherche à l'extérieur du Québec. Ça n'a, à ma connaissance, ça n'a rien donné. Je vois Stéphanie qui fait signe que non. Peut-être un mot d'encouragement, c'est que juste pendant la pandémie, le CRSH, je ne sais pas pour les 2 autres conseils, mais j'imagine que c'est la même chose, a fait montre d'énormément de flexibilité parce que naturellement, on ne peut pas rencontrer nos échéances. Il y a des chercheurs qui sont complètement bloqués et dans un projet de recherche que je dirige, on nous a encouragé à faire la demande pour des fonds supplémentaires pour aller à nos étudiants, nos assistants étudiants qui ont été bloqués dans leur recherche. Alors, c'est le genre d'initiative dont on a besoin. Et encore une fois, je pense qu'on doit travailler ensemble le plus possible. Ça fait longtemps que je ne suis plus mêlé à ce qui se passe avec l'Association des collèges et des universités francophones, mais il est très, très important qu'on ait des fronts communs, syndicaux, mais qu'on ait des fronts communs aussi au niveau des institutions francophones. Et je pense que c'est la seule façon dont on va s'en sortir, et là, je ne parle pas seulement de la pandémie, à moyen terme et à long terme. C'est sur ces paroles très sages que nous allons compléter ce forum de l'ACU. Yves Frenette, Jean-Charles Cachon, Stéphanie Chouinard, merci infiniment d'avoir partagé avec nous vos réflexions, vos pensées, vos analyses sur la situation actuelle concernant l'offre d'éducation postsecondaire en français en contexte minoritaire au Canada. Je veux remercier tous les participants qui sont joints à nous cet après-midi. Merci également à Serge Jolicoeur et au comité des francophones de l'ACU pour avoir pris cette initiative. Et merci spécial à Marcel Roy pour son soutien technique. Je vous rappelle que cette séance a été enregistrée et sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'ACU et sera disponible donc bientôt en ligne. Donc, merci à tout le monde. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.